Allez, bonjour à tous. Merci de nous retrouver comme tous les mardis. Maintenant, vous avez l'habitude. Merci à tous de vous connecter à l'heure. C'est important puisque vous allez avoir beaucoup d'informations rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. On est le média pour les francophones aux États-Unis, Canada et Angleterre. On vous donne tous les rendez-vous à 9 h côte ouest pour des rencontres avec des experts. Donc, le mardi, on a 3 experts aujourd'hui qui nous retrouvent. L'idée, c'est d'essayer de vous donner une solution un peu clé en main pour pouvoir acheter votre bien immobilier ou peut-être investir dans un bien immobilier à Los Angeles. Le premier, c'est Marc de Longeville. Il est agent immobilier à Los Angeles. Il vit en Californie du Sud, du coup. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il est dans la région depuis plus de 35 ans, donc il a une parfaite connaissance de la région. On a aussi Betty Benzakein, qui est courtier en prêt immobilier, multilingue. Elle parle anglais, français, espagnol et hébreu. Et elle est vraiment spécialisée donc, dans les mortgages, donc les prêts, que ce soit classique, jumbo, que vous soyez basé aux États-Unis ou peut-être à l'étranger, elle a des solutions. Frédéric Rowe, courtier en assurance, incendie, inondation, logement pour propriétaires et locataires, et même pour les séismes ou ce qu'on appelle umbrella. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à vous renseigner ou à bien écouter ou à contacter Frédéric parce que l'umbrella aux États-Unis, c'est un peu un incontournable quand on a une famille. Il est avec Goosehead Insurance, il est basé à San Diego, mais il accompagne des gens partout en Californie et il est connecté à une vingtaine d'assurances, donc il vous permet de trouver la meilleure assurance et le meilleur produit qui vous convient tout simplement. Donc, comme d'hab, pour ceux qui connaissent le process, là, il y a un peu plus de 80 personnes qui se sont inscrites aujourd'hui. Donc, on va faire des petites présentations qui vont normalement répondre à beaucoup d'interrogations que vous avez. Et puis, tout de suite, vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat, dans le Q&A ou si vous nous regardez sur Facebook, LinkedIn ou YouTube, j'ai accès, donc je peux voir vos questions. Et aussi, comme d'habitude, pour les plus téméraires, vous pouvez lever la main. Donc, n'hésitez pas à lever la main sur Zoom. Je cache votre nom de famille, la caméra ne s'affiche pas. Donc, on entend juste votre voix et on aura votre prénom, c'est tout. Et comme ça, vous pouvez poser vos questions en toute confidentialité. N'hésitez pas à lever la main. C'est toujours très sympa d'entendre la voix des gens qui nous écoutent. Allez, Marc va démarrer par nous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui à Los Angeles. Marc, je vais te laisser te présenter rapidement et puis partager ton écran pour qu'on puisse voir un petit peu tout ce dont tu as à nous présenter aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure pour le question-réponse. Eh bien, merci Romain de ton introduction et bonjour à tous et mes collègues sur ce site Zoom. Déjà, rien que pour vous faire rêver de Los Angeles, derrière moi, c'est la baie de… C'est bizarre avec mon doigt. C'est la baie de Santa Monica, voilà, en background, avec le pire de Santa Monica. Donc, c'est un endroit très sympathique qu'on peut habiter. Et attendez, je vais commencer mon share screen. Tac, et tac, et tac. Attendez, zut. Est-ce que ça marche là? Ah non, c'est ça. Voilà. On est bon. Bien, donc, c'est bon. Voilà, donc je me présente Marc de Longeville. Comme Romain l'a dit, je suis installé à Los Angeles depuis un bon moment, 37 ans, un peu plus de 37 ans. J'ai eu l'occasion d'habiter dans des tas de coins, de Hollywood à Beverly Hills, à Malibu, au South Bay, et maintenant j'habite Santa Monica. Voilà une très belle vue de la ville de downtown. C'est l'espoir de vous faire rêver, ce que les gens ne réalisent pas, qu'à une heure, un petit peu plus d'une heure de voiture, vous pouvez faire du ski. Vous voyez donc les montagnes derrière. Et nous sommes géographiquement à 2 heures de voiture. Vous êtes dans le désert ou en hiver, il fait comme l'été. C'est assez formidable. Alors, attendez. Donc, je suis là pour vous parler de moi un petit peu, surtout comment le marché marche ici et surtout comment les agents d'immobilier travaillent. C'est un petit peu différent de la France. Nous sommes des individus, donc nous sommes des travailleurs indépendants, mais nous travaillons sous des marques. Dans mon cas, je travaille pour la société qui s'appelle Sotheby's, Vista Sotheby's.
Et vous voyez, nous avons 9 bureaux. J'ai mis une petite carte, tous les petits points rouges, c'est là où nous avons nos bureaux. Donc, ma spécialité, c'est ce qu'on appelle le South Bay, c'est le sud de l'aéroport. Et juste pour vous donner quelques chiffres, nous sommes 275 agents. L'année dernière, nous avons fait presque 2,7 milliards de chiffre d'affaires. Un marché qui est vraiment très porteur, car l'année d'avant, on avait fait 1,8 milliard. Donc, quand même, beaucoup de progrès. Cette année, on se prépare à faire la même chose. Voilà. Qu'est-ce que fait un agent? Un agent immobilier, c'est une personne qui s'occupe pour faire vos achats, vos ventes, vos locations, et aussi dans les propriétés, ce que nous appelons de revenus, income property. Ce sont des petits immeubles qui font de 4, 5, 6, 7, 12 unités. Et encore une fois, on s'occupe de vos investissements dans l'achat, dans le développement, dans les gérances de propriétés, et ainsi ce qu'on appelle les flips. Les flips, c'est d'acheter des propriétés un peu en détresse, et on les refait, et on les revend très rapidement. C'est des programmes qui durent à peu près 2 mois. Voilà. L'agent immobilier ici, c'est une personne qui est très collaborative, qui travaille avec des tas de services. En l'occurrence, nous travaillons sous l'ombrelle du MLS, Multiple Listing System. C'est-à-dire que tous les agents partagent leurs informations, pas comme en France où vous devez aller dans l'agence pour avoir des informations sur les produits qu'ils ont à vendre. Ici, tout est visible sur cette plateforme qui ensuite est partagée à travers des sites syndicalisés. Vous avez peut-être entendu parler de Zillow, Trulia, etc. Pour devenir un agent, il faut quand même, faut pas se réveiller le matin, d'essayer de le faire. Moi, je me rappelle très jeune, j'étais devenu agent commercial en France, où j'ai pris le boulot dans l'après-midi, je commençais à vendre des bureaux. Ici, il faut quand même faire des petits cours universitaires. Il y a 3 classes, c'est assez sérieux et nous sommes sans arrêt, tous les 4 ans, on doit refaire notre licence en formation continue. J'ai mis un petit icon escroc, ce qui était marrant pour les Français, mais l'escroc, c'est quand même une personne importante parce que c'est la personne qui va gérer vos transactions. C'est une plateforme bilatérale qui gère donc l'acheteur et le vendeur, l'équivalent du notaire en France. Tac. Voilà, c'est important. C'est vrai aussi qu'un agent, c'est une personne qui est vraiment indispensable. C'est pour ainsi dire très difficile d'acheter une personne sans un agent ou de vendre sans un agent. Je ne dis pas impossible, mais très difficile, car c'est un peu ce qu'on appelle, ce sont des transactions qui sont très complexes et vous avez vraiment besoin d'un professionnel. Et cette personne, donc moi en l'occurrence, ou votre agent, on travaille avec des tas de personnes de manière très étroite dans toutes les transactions. Je commence avec le prêteur, la banque, dont Betty nous parlera un peu plus tard, une personne très importante dans la transaction, car c'est la personne qui va définir dès le départ quels sont vos moyens et comment vous pouvez gérer cette transaction. Si vous faites un prêt bancaire, sauf si vous êtes bien sûr un acheteur qui vient et qui est ce qu'on appelle un cash buyer, acheteur liquide, c'est autre chose. Les compagnies donc d'escrocs dont on a parlé, et ensuite des tas d'individus qui vont rentrer dans une transaction. Inspecteur technique, quand vous rentrez dans un contrat d'achat, vous devez faire une inspection de la maison et cette personne va voir s'il faut faire d'ailleurs plus d'inspections que la première. J'ai oublié mon français, vraiment, je m'excuse, il est un peu terrible, il y a trop longtemps que je suis là. Ce qu'on appelle les red flags. Et par exemple, s'il a des doutes sur le toit, sur la cheminée, sur la plomberie, on fait venir d'autres inspecteurs. On épluche la maison avant de fermer le contrat pour être sûr que vous n'achetez pas ce qu'on appelle un citron, c'est ça? Voilà. Par contre, quand on vend, pareil, on s'occupe de stage la maison, c'est-à-dire qu'on les meuble, on les prépare, on travaille avec des tas de gens justement qui sont là pour nous aider. Et pour vous qui venez donc de France aussi, j'ai une panoplie d'amis avocats qui s'occupent d'immigration, d'avocats internationaux, d'experts comptables pour justement que vous achetiez ces propriétés dans les meilleures conditions. Je vous parlais un petit moment du MLS. Donc, vous voyez, nous, quand on met les informations dans MLS, c'est donc nous, les agents qui font le travail, on met une information qui ensuite sont prises par ces sites syndicalisés de type Zillow, tout ça, ce qui est très accessible aujourd'hui. Zillow, c'est la destination numéro 1. C'est toujours 50% du marché. Les gens vont sur Zillow pour voir les propriétés. C'est assez formidable, car Zillow, depuis 1 an, eux-mêmes sont devenus des brokers. Et l'année dernière, ils se sont mis dans un nouveau... ils se sont devenus flippers. Ils se sont mis à acheter des propriétés basées sur l'analyse pour les revendre après. Après un petit milliard d'échecs, ils ont réalisé que ce n'était pas leur métier. Effectivement, il faut être un agent pour faire ça et pas juste être une plateforme technique. Ça, c'est mon website. Je continue. Alors, voilà. Là, j'ai fait un petit cercle, donc un peu le marché de Los Angeles. Et j'ai fait ce cercle parce que j'ai pris toutes, pour les statistiques, pour vous parler un peu du marché aujourd'hui, où on en est.
qui inclut toutes sortes de propriétés, que ce soit de l'appartement, de la maison familiale, ce qu'on appelle SFA, Single Family Residence, le condos, le townhouse. Townhouse, ce sont des propriétés qui partagent des murs. Et voilà, au 6 février 2022, pour vous donner une idée de ce marché. Attendez, bon, j'ai un chiffre que j'ai oublié, là que j'ai mis 4000. Donc aujourd'hui en actif, nous avons 2783 produits qui sont à vendre aujourd'hui. Il y a un an, on en avait 4388. On a une énorme pénurie de produits. Sous contrat, nous en avons 1800 aujourd'hui. Un contrat dure à peu près 30 jours. Quand vous faites une escroc, à partir du moment où votre offre est acceptée, vous la fermez, c'est grosso modo 30 jours. Il y a encore un an, on en avait 4011 dans cette petite bulle, dans ce petit cercle que je vous ai montré. Et on vendu, étonnamment, on en a vendu 4213. Ça, j'ai fait une période de 60 jours pour stretcher un peu plus, alors que l'année dernière, c'était 4090. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un marché hyper compétitif, très, très compétitif, où les gens doivent faire des offres très fortes. Et la question que j'ai toujours, c'est Marc, est-ce que c'est un bon moment d'acheter? Est-ce que moi, l'approche typique des Français, c'est qu'ils veulent toujours acheter au prix le plus bas. C'est toujours un bon moment pour acheter. L'immobilier, c'est un investissement à long terme. Ce n'est pas un investissement à court terme. C'est un investissement à long terme. Numéro un, c'est aussi un investissement général. C'est vous qui habitez donc, qui doit vous rendre service, qui doit vous faire plaisir, qui est un produit d'utilisation. Donc, il ne faut pas acheter une maison. Je dis toujours à mes clients, n'achetez pas ça, ce n'est pas un stock. Hein, ce n'est pas un stock, vous avez un type du stock market, tout ça. Non, c'est un peu plus complexe. Anyway, alors là, j'ai fait une petite carte aussi, c'est pour vous montrer, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec notre région, les endroits les plus favoris des Français. Hollywood, bien sûr, Beverly Hills, Santa Monica et le South Bay dont je parlais il y a une seconde. Santa Monica et South Bay sont vraiment deux endroits très prisés des Français aussi parce qu'ils ont des très, très bons school districts. Les écoles publiques sont très bonnes. Et les écoles... La qualité des écoles publiques va main en main avec les prix des maisons. Je m'excuse, je suis un petit peu... Là, je n'ai pas fait ça depuis un petit moment. Je regarde un peu. Alors, bon, parce que qu'est-ce qu'on parle? On parle de style de vie, bien sûr, de démographique. Enfin, c'était l'appréciation. C'est toujours la même chose. Quand vous achetez un immobilier, c'est location, location, location. Hein. Donc, si vous achetez au bon endroit, le système scolaire indépendant dont je vous parlais, par exemple, le South Bay, ils ont leur propre police, ils ont leur propre système encore d'école. Les communautés internationales, c'est important de se retrouver. Et les quartiers qui sont les plus beaux de Los Angeles, c'est clair. Regardez, la Santa Monica, la mer, le South Bay aussi, c'est quand même des endroits. Je vais vous montrer des photos un petit peu plus tard. Et c'est assez sympa. Alors, une idée aussi des prix, je vous ai dit il y a 2 secondes, c'est un investissement à long terme. On va repartir un peu dans le temps. Et j'ai pris tout produit confondu à Manhattan Beach, c'est donc une des communautés qui est au sud de l'aéroport. En 2008, le prix moyen d'une maison, c'était 1,6 million. Nous avons eu la crise et comme vous voyez, ça s'est cassé la gueule. C'est passé à 1,4 million. Et de 2009 à 2011, ça n'a pas beaucoup bougé pour remonter, remonter, remonter. Ces statistiques ici vont jusqu'en 2020. Je n'ai pas trouvé un graphe pour aujourd'hui, où ça s'arrête à 2,6 millions. Je peux vous dire que ce chiffre en 2022, on est à 3,2 millions. Donc, si vous achetez en pensant long terme, crise, pas crise, c'est inévitable, ça monte. Donc, mais si vous achetez pour vous dire, tiens, je vais acheter aujourd'hui pour revendre dans 2 ans, je n'ai pas la boule de cristal, je ne peux pas vous dire dans 2 ans nous allons être. Mais aujourd'hui, on est toujours dans un marché très fort. Je suis moi-même acheteur. Je suis en train d'acheter pour moi en ce moment. Donc, je preach ce que je dis. Je m'excuse, j'ai des expressions anglaises qui ne passent plus en français. Voilà. Alors maintenant, je vous parle un petit peu de Manhattan Beach. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une de mes villes favorites ici, parce que c'est vraiment, on a l'impression d'être en vacances permanentes. Vous êtes dans l'allée principale qui arrive sur ce pier formidable. Au bout, il y a une sorte de petit aquarium. C'est une communauté vraiment très physique. Tous les gens le matin, tout le monde nage, fait du surf, court. Le volleyball, c'est vraiment extraordinaire. Et ils sont très, comme je l'ai dit il y a un moment, il y a des écoles publiques qui sont formidables. Et c'est pour ça que les gens se battent pour entrer dans ce district.
Ça, c'est les fameuses Walk Street. Donc, toutes ces rues sont perpendiculaires à la mer et vous avez les allées derrière qui donnent accès au garage et devant ces petites Walk Street, donc formidables. Petite maison comme ça, nous sommes à 2 blocs de la maison. Pour vous donner une idée, cette maison doit valoir dans les 6 à 7 millions de dollars. Ça, je m'amuse à montrer cette photo. C'est dans la section des collines de Manhattan Beach. Ça appartenait à une Française qui était mariée à un gars qui a fait une fortune avec Yahoo à l'époque du dot-com. Et ben voilà, c'était sa maison de choix, une maison assez particulière. On est sur le Strand, là. Donc, le Strand, c'est ce boardwalk qui longe la mer. Vous voyez un peu les couchers de soleil, tout ça, c'est extraordinaire. Voilà le Strand à nouveau, avec le pier. Voilà des photos qui révèlent. Là, nous arrivons à Santa Monica. Donc, ça, c'est le pier. C'était, quand Los Angeles a été fondé, il y avait deux héritiers très riches, hein, qui étaient dans le chemin de fer et l'autre qui était dans le tabac. Il y en a un qui a décidé de construire le pier et l'autre a fondé, Abbot Kinney, a fondé Venise avec les fameux canaux. Et lui, c'était pour faire venir les touristes, les gens venaient donc à Los Angeles. Ensuite, il fallait une attraction. Et un peu plus loin, il y avait des fameux canaux de Venise où ils allaient se promener. Ça, c'est toujours le boardwalk qui continue. Nous sommes maintenant à Santa Monica. Nous sommes là sur une rue qui s'appelle PCH, Pacific Coast Highway, qui longe toute la côte jusqu'à Malibu. Et cet immeuble est assez marrant et iconique parce que si vous voyez tout en haut, c'est là où les voitures sont garées. Elles ont une plus belle vue que les appartements. Et c'est pour ça que je me suis permis de mettre cette photo. On a des maisons de fous ici à Los Angeles. Voilà le garage. Moi, j'aimerais bien habiter dans le garage, entre vous et moi. Ça, c'est toujours le même immeuble que je vous ai montré, qui est le 101 Ocean. Il s'avère que j'ai des... Je vais revenir un petit peu en arrière. Non, on ne voit pas. J'ai des immeubles, j'ai un appartement à vendre dans un immeuble qui est juste derrière, dans le 201. Ça, c'est typique de Santa Monica, ce qu'on appelle les craftsman homes. Alors, une petite maison comme ça, qui est peut-être pas très imposante, qui doit avoir, qui font entre 150 à 250 mètres carrés, sur des lots qui en font 400 à 600. Aujourd'hui, c'est 3,5 millions. Toujours à Santa Monica, cette baraque formidable de Frank Gehry. J'ai mis ça, c'est pour vous montrer. On a quand même des looks extraordinaires de maison. C'est très agréable. Et voilà les fameux petits canaux de Venise dont je vous parlais il y a 2 minutes. Alors, il n'en reste que 5, car pour faire des revenus locaux sur les impôts fonciers, la ville a décidé, en manquant de vision, on commençait à bouger tous ces canaux. Alors, tout Venise, c'était des canaux. Il y en avait des centaines de canaux. Il n'en reste plus que maintenant que 5. Voilà. Toujours dans Venise, qu'on appelle les Walk Street. Ça, c'est une maison que j'ai pu vendre l'année dernière, à des Français d'ailleurs, des Français locaux. Nous sommes là à un demi-bloc de la mer, donc ce qui est juste derrière moi par rapport à cette photo. Ça, c'est une maison qui a été construite en 1917, qui a été vendue l'année dernière pour 2,6 millions, qui aujourd'hui est appraisée à 3,1 millions. Cette dernière année était une année spectaculaire où les prix se sont enflammés dans tous les secteurs. Et surtout Venise, qui avait été dépressif pendant des années à cause d'une situation vraiment sordide des sans-abri, qui était devenue sans contrôle. Je ne sais pas si vous avez vu ça en France, mais cet été, ils ont fini par commencer à aider ces gens, à leur trouver des endroits où aller, tout ça, parce que c'était partout. Un architecte très connu de Los Angeles, Frank Gehry, à une époque, Venise a imposé aux nouvelles constructions qui devaient faire le devant des buildings devait être comme des sculptures. Voilà, alors c'est ce que Frank nous a fait, des jumelles. Et en fin de compte, ça devient très iconique. Toujours Venise, donc ce Bordeaux, jusqu'à l'été dernier, tout ce que vous voyez, les gazons, c'était couvert de tentes. Dieu merci, les touristes ont récupéré cet endroit. Et grâce à cela, le prix de l'immobilier à Venise est en train de remonter comme le reste de la ville, bien sûr. Donc, clairement, j'ai combien de temps encore ? Romain ? Donc, t'es bien. Je suis bien toujours. Ouais. J'ai un écho là. Donc, ce marché exportateur dont je vous parlais est vraiment, c'est en expansion constante. Donc, je répète ce que je vous ai dit il y a un moment. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter ? Oui. Si vous attendez la crise, vous allez perdre. Vous n'allez pas avoir les produits, vous avez loupé.
vous êtes toujours en avantage. L'euro aujourd'hui est est bien placé sur le dollar. Et le dollar, bon, à la fin de la journée, malgré tous les problèmes politiques qu'on a vus ou quoi que ce soit, c'est quand même l'endroit où les investissements sont les plus sécurisés. Betty nous parlera un peu plus tard des avantages dans le cadre fiscal, les avantages que nous avons ici. Et j'allais dire que le problème de Covid, ça a créé quelques opportunités pendant un moment. Il y avait les appartements de Beverly Hills, les prix s'étaient énormément baissés pendant Covid, parce que personne ne voulait prendre les ascenseurs à cause de Covid. Mais ça a rebondi depuis. Mais il y avait une petite opportunité pour un moment, on arrive à la fin de ça. L'opportunité toujours, je dirais aujourd'hui, c'est d'investir à Venise, parce qu'on a toujours encore un petit gap à rattraper. Et voilà, on arrive à la fin de ma présentation. Alors ça, c'est ma photo favorite, parce que maintenant, pour vous reparler un petit peu de moi, je suis, en tant qu'agent, c'est très personnel. On se fait engager parce qu'on a été recommandé par quelqu'un. C'est un métier de confiance. Vous devez faire confiance à votre agent qui va bien vous représenter, que ce soit à la vente ou à l'achat. Et je dois dire qu'aujourd'hui, tous mes clients, ça devient mes amis. Un de mes hobbies, c'est la chasse aux homards. C'est un petit truc que je fais la nuit. J'embête personne. Voilà, comme ça, ma femme, elle dort pendant que je vais m'abuser. Et le lendemain, à mes clients favoris, je leur livre des langoustes. Donc voilà, si vous devenez mon client, vous allez devenir mon ami, je vous promets des langoustes à la livraison. Magnifique. Romain, j'ai fini. À vous. Merci Marc. Merci Marc. Toujours appréciable. On va parler après mortgage, donc prêt. Pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le question-réponse en bas de votre écran. Si vous ne le voyez pas, c'est quelque part par là. Pour ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, je vois aussi vos questions, donc on les posera à la fin. Betty, donc on posera toutes les questions à la fin. Betty, merci d'être là. Du coup, tu vas nous parler un petit peu de comment on peut emprunter aujourd'hui aux États-Unis et notamment avec HSBC que tu représentes. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent des États-Unis, donc pour ceux qui nous écoutent des États-Unis, Betty va beaucoup parler de ça, quel pourcentage on peut… Voilà. Si jamais il y a des questions sur lesquelles Betty n'a pas le droit de répondre parce qu'elle représente quand même une banque, vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de compliance et tout ça. Qu'est-ce qu'un mortgage broker ? Oui, un mortgage broker, je pense que vous ne pouvez pas faire sans. Pour acheter aux États-Unis. Vous pouvez aller voir votre banque locale, mais en général, ça ne va pas être les meilleures conditions. Mais de toute façon, n'hésitez pas à solliciter Betty. Elle vous dira, avec sa grande expérience, si ça vaut le coup de passer par elle ou d'aller voir ailleurs. Concernant donc les gens qui nous écoutent depuis la France, Betty a pas forcément le droit de s'exprimer en public pour les gens qui sont à l'étranger. Donc, si vous avez des questions, le mieux quand vous êtes à l'étranger, c'est de parler directement à Betty et vous verrez ses coordonnées. Je vous les mettrai aussi dans le chat. Vous les verrez aussi quand vous allez recevoir le replay de cet enregistrement. Il y aura les coordonnées des 3 intervenants. Pour ceux qui ont remarqué, il y avait un QR code aussi sur le partage d'écran de Marc avant, comme ça vous pouviez aller consulter son site internet. Et vous en faites pas, je remettrai les 3 contacts, que ce soit de Marc, Frédéric ou Betty, dans le chat, donc vous pourrez les contacter en privé. Betty, comment on fait pour financer un bien immobilier quand on veut acheter en Californie ? Très simple. Alors, on va faire ça simple. D'abord, merci beaucoup Romain, comme d'habitude. Merci Marc pour cette belle présentation. J'ai beaucoup aimé la dernière photo, top. Et bonjour Frédéric. Alors voilà, une fois que vous avez trouvé votre maison de rêve avec Marc, c'est là où j'arrive avec nos différentes options de financement. Donc, je vais parler de 3 différents types de clients. Il y a d'abord le client qui est donc citoyen américain, qui habite ici ou qui a une carte verte ou qui détienne un visa
acceptables pour le US et qui sont au US depuis plus de 2 ans. Donc, quand vous achetez une maison principale, on peut vous offrir jusqu'à 80% de financement. Bien sûr, vous devez, à part ça, c'est que vous devez aussi devoir être qualifié par rapport à votre revenu, à votre credit score et à vos actifs. Et là, on fait un pre-approval. Et le mortgage peut être mis sur votre nom personnel et le titre de la propriété aussi sur votre nom personnel, à moins que vous préférez de le mettre que le titre soit sur une US LLC ou US Corporation. Mais le mortgage, il est toujours sur le nom personnel. On a différents types de produits, soit du fixe, soit du ARM, et évidemment, je vous expliquerai tout ça séparément si on se parle. Donc ça, c'est plutôt classique pour le client qui est là et qui est bien établi, qui s'est fait établir son credit score qui est super important ici aux États-Unis, tout ça. Maintenant, on a un autre type de clientèle, c'est pour les clients qui sont nouveaux aux États-Unis. Par exemple, ils viennent de se faire référer par leur travail, ils viennent de se faire transférer de leur pays à ici aux États-Unis. Et donc, ils n'ont pas grand-chose. Ils n'ont pas de credit score, ils n'ont pas le 2 ans d'historique aux États-Unis qui est super important ici. Donc, nous, on a des options de financement pour ça. Donc, si vous achetez votre maison principale, on peut vous donner jusqu'à 75% du prix d'achat. Bien sûr, encore une fois, il faut que vous soyez approuvé à tous les niveaux, crédit, income et assets. Mais au moins, on peut travailler avec vous malgré que vous n'avez pas vos 2 ans déjà établis aux US. Donc, ça, c'est quelque chose de très important et très bien, qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui offrent cette option. Ensuite, on a une autre catégorie de clients, ce sont les clients qui habitent et qui travaillent à l'extérieur des États-Unis. Donc, pour les clients internationaux qui ne sont pas américains, qui n'ont pas de numéro d'assurance sociale, qui n'ont pas de revenus aux US, qui n'ont pas grand-chose aux US en fait. Et donc, pour ce genre de clientèle, on a aussi différentes options de financement. À cause des cross-border guidelines, des directives transfrontalières, je ne peux pas trop rentrer dans les détails sur cette conférence, mais pour celui qui est intéressé d'en savoir plus, ça me fera plaisir de vous expliquer les différentes options, dépendamment du pays dans lequel vous habitez. Aussi, ce qu'on conseille beaucoup, c'est que après que vous avez une conversation avec Marc, voir un peu quel genre de propriété va avec votre profil. Est-ce que vous voulez un condo, une maison, une villa, machin, et dans quelle fourchette de prix que vous cherchez. Là, vous revenez vers moi et je vous propose de faire un pre-approval. Ça ne coûte rien et Marc en aura besoin de ce pre-approval pour émettre votre offre. C'est important, hein, le pre-approval, si tu veux peut-être expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est un peu le visa pour avoir le droit d'aller parler à un agent immobilier, Marc. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Complètement. C'est ce que je disais au début. Ça commence avec Betty ou l'équivalent de Betty. C'est eux qui vont vous mettre dans le track parce que sans ce qu'on appelle l'approval letter, ce qu'on appelle une prélim, que Betty vous donnera une fois qu'elle regarde vos dossiers, elle dit voilà, on peut vous prêter tant. Elle va vous fournir un document. Et moi, quand je vous représente pour faire une offre, j'ai besoin de deux fois d'information de vous. Cette lettre de Betty, ainsi que la preuve que vous avez aussi des fonds en cash pour les fameux down payment de 20%, suivant la formule. Betty a peut-être des prêts à 10%, 15, 20, 30, enfin peu importe. Et donc, moi, sans ça, c'est même pas la peine que je parle avec les vendeurs. Exactement, c'est ça. Donc, c'est hand in hand, ça veut dire vous avez une idée de qu'est-ce que vous voulez acheter. Si vous n'avez pas d'idée, vous voyez avec Marc, est-ce que vous voulez plus acheter un condo, un coop, une maison principale, machin. Et puis après, on a une idée du prix. Et là, on commence à travailler ensemble. On voit un peu par rapport à vos revenus, si vous pouvez être qualifié pour le debt to ratio income, par rapport aux sous que vous avez, combien d'argent vous avez pour mettre pour le down payment. Et à partir de là, je vous expliquerai comment appliquer pour un pre-approval. C'est vraiment pas compliqué. Une fois que vous appliquez, 24 heures plus tard, je vous donne votre pre-approval et il est valide pendant 4 mois.
Donc, dès que je vous le donne, là, vous allez chopiner avec Marc et back and forth jusqu'à ce que vous trouvez la propriété. Et là, on flippe ce pre-approval à un mortgage. Et évidemment, je vous expliquerai les autres étapes. Donc, c'est à peu près ce que j'ai à dire. Bien sûr, c'est en gros, et ça, comme la meilleure des choses, c'est de parler one-on-one parce que c'est beaucoup d'informations personnelles que, évidemment, les gens ne veulent pas dire comme ça en public. Mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Si vous avez des questions, bien sûr, avec grand plaisir, on peut les prendre maintenant ou à la fin. Et voilà. Parfait. On va enchaîner avec Frédéric, comme ça on a toutes les présentations et les informations de base et derrière on fait le question-réponse, on a déjà pas mal de questions. Super, merci. Frédéric, la voix est à toi, si tu veux tu peux partager ton écran. Parfait. C'est bon, tout le monde voit l'écran? Magnifique. Super. Mais écoutez, merci déjà de prendre le temps de vous connecter à ce séminaire. Donc, je suis un des acteurs du processus d'achat de maison. Ce processus est long, complexe, donc je ne peux que renforcer le fait que vous avez besoin de travailler avec Marc, vous avez besoin de travailler avec Betty. On peut toujours penser qu'on peut se débrouiller autrement, mais travailler avec des pros, ça facilitera le process, ça le rendra nettement plus efficace pour vous et vous aurez moins de problèmes à gérer en direct. Donc, en quelques mots, donc je suis basé à San Diego depuis 2007 maintenant et je suis un courtier en assurance. Donc, courtier étant une personne qui a accès à plusieurs assureurs potentiels. Et mon objectif principal, c'est, on en discutera dans le détail, c'est de vous proposer une couverture qui correspond à votre bien, qui correspond à vos objectifs, qui correspond aux contraintes qui peuvent être imposées par un lender, par exemple. Et ensuite, j'essaye de trouver le prix qui soit le plus attractif. Donc, ma principale priorité, c'est la couverture, la qualité de la couverture. Donc, je ne serai pas forcément toujours le moins cher, mais par contre, je serai toujours le mieux en matière de couverture. Ceci étant dit, en fonction de la propriété, on va forcément avoir un peu de flexibilité. Donc, si on regarde quels sont les principaux critères qui doivent être pris en compte pour estimer votre assurance, on va déjà trouver un certain nombre de choses. La principale, c'est ce qu'on appelle le coût de reconstruction. Donc, on a vu avec Marc qu'il y a des propriétés qui atteignent des prix de vente relativement conséquents. Ça n'a rien à voir avec le coût de reconstruction, d'accord? Donc, le coût de reconstruction, c'est vraiment si la maison disparaît, combien ça coûte de la reconstruire au même niveau qualitatif, d'accord? Donc, ça, c'est la principale information qui va nous permettre de déterminer le tarif de votre assurance. La deuxième chose qui est critique aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile, donc le liability en anglais. La responsabilité civile, c'est ce qui va vous donner un budget via l'assurance pour payer les frais légaux et les frais médicaux d'une personne qui malheureusement a eu un accident, soit sur votre propriété. Donc, c'est un invité qui vient, je ne sais pas, il y a une piscine, il glisse, il se casse une jambe, il vous attaque. Les Américains vous attaquent souvent, d'accord? Donc, encore une fois, c'est un risque à prendre en compte, mais c'est également une protection qui vous accompagne. Donc, si vous êtes, encore une fois, à l'extérieur, vous avez un problème, quelqu'un vous demande un montant significatif, cette responsabilité civile qui vient avec votre assurance de propriétaire est là pour vous aider dans ce genre de circonstances. Donc, ça sont le coût de reconstruction, la responsabilité civile sont les deux choses les plus importantes dans une assurance immobilière. Ensuite, on va regarder évidemment à l'assurance de vos biens propres. Donc, quels sont vos biens propres? Donc, c'est les fournitures, tout ce qui est électronique, tout ce qui est linge de maison, tout ce qui est vos téléphones, etc., etc. En gros, c'est tout ce qui n'a pas un moteur, mais qui est dans votre maison. Donc, les motos ne sont pas prises en compte, les voitures, etc., etc. Donc, les biens personnels vont être la troisième ligne la plus importante. Ensuite, on parle de perte de jouissance, c'est-à-dire si pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas vivre dans votre appartement, dans votre maison, parce qu'il y a eu un dégât des eaux et que c'est couvert par l'assurance, l'assurance va également vous donner accès à un budget
qui va vous permettre de financer le logement que dans un hôtel ou autre pendant une certaine période de temps. Si vous êtes en condo, vous avez également en général une copropriété. C'est ce qui s'appelle le HOA, Homeowner Association. Cette HOA, en général, a une assurance qui lui est propre et qui couvre l'extérieur des unités, des appartements. Et en tant que propriétaire, vous n'êtes responsable que de l'intérieur, tout ce qui est les sols, le revêtement mural, les cabinets, la cuisine, les meubles, etc. Donc ça, c'est une chose qu'il faudra prendre en compte également dans votre assurance en fonction du type de bien que vous achetez. Donc ça, c'est le package de base. Coût de reconstruction, responsabilité civile, on ne joue pas avec ça. Il vaut mieux avoir trop que pas assez ici. Les biens, c'est toujours un peu votre estimation à vous. La perte de jouissance est en général plus ou moins automatiquement déterminée et la copropriété également. Il y a 2 lignes optionnelles, mais qui peuvent être requises par votre société d'emprunt, et notamment pour tout ce qui est inondation. Donc, la coastline en Californie est très, très importante. Donc, si vous avez une propriété qui est près de la mer, il y a de fortes chances que votre société d'emprunt vous demande de souscrire à une assurance inondation. Donc, cette assurance inondation vient en plus de l'assurance maison en tant que telle. Le deuxième point, Californie égale tremblement de terre potentiel. Bon, même si on attend toujours le big one. Mais bon, on en a eu un il y a 10 jours, je crois, valeur 4 sur l'échelle de Richter, donc pas très, très important, juste ça fait vibrer un peu les fenêtres. Earthquake n'est jamais obligatoire, c'est toujours une ligne optionnelle, mais sachez que c'est quelque chose que vous pouvez considérer. Donc voilà ce que vous devez avoir dans votre police d'assurance en tant que propriétaire, avec quelques petites variations en fonction du type de bien que vous allez acheter. Soit c'est une maison en tant que telle, donc ce que Marc a appelé single family, ou soit c'est un appartement ou townhouse. Donc tout ce qui partage des murs va être considéré comme un type de propriété légèrement différent. Si vous êtes locataire, d'accord, vous arrivez aux États-Unis, vous voulez juste être locataire pendant quelques années afin de monter votre projet d'acquisition de maison. À ce moment-là, on ne regarde pas du tout la structure, ce n'est pas de votre ressort, c'est du ressort du propriétaire. Donc, vous allez regarder vos biens, la responsabilité civile toujours et la perte de jouissance. Donc, ça sont les 3 données critiques en matière d'assurance pour un locataire. Ensuite, ce qu'on va regarder… On a tous, Frédéric, oui. On a tous des assurances. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a tous des assurances pour les locataires aux États-Unis. Des fois même, le bâtiment peut demander d'avoir Absolument. un certain minimum d'assurance. Si jamais vous faites une fuite dans votre douche et que le voisin du dessous vous l'inondez, voilà, vous êtes responsable. Donc, on est obligé, il vous autorise même pas à vous installer dans l'appartement si vous ne prouvez pas cette assurance. Donc, c'est obligatoire en fait exact. pour les locataires. La plupart des sociétés qui gèrent les immeubles, qui gèrent les locations, vont vous imposer un minima en matière d'assurance. Si vous louez de particulier à particulier, vous pouvez peut-être ne pas avoir cette contrainte, mais encore une fois, le conseil au sens large du terme, c'est d'avoir toujours un minimum de protection, que vous soyez locataire d'une maison ou d'un appartement. Et vu le prix, il ne faut pas s'en priver. Oui, on parle de, allez, on va dire de 120 à 250 $ par an. Donc, c'est quasiment rien et ça vous assure une protection extrêmement importante si vous êtes amené à avoir un souci. D'accord. Maintenant, les assureurs vont regarder chaque propriété, chaque cas, de manière très spécifique. Et donc, il y a des choses qui vont impacter ce qu'on appelle l'assurabilité, c'est-à-dire est-ce que ce bien est facile à assurer ou pas. Plus il est facile, plus le tarif va être intéressant, plus il est difficile, plus le tarif va augmenter, évidemment. Donc, on regarde ici la superficie du bien. Il est plus facile d'assurer une maison de 150 mètres carrés que d'assurer une maison de 300 mètres carrés parce que forcément, les coûts de structure vont être plus importants. Il y a un certain nombre de risques additionnels qui sont liés à la présence d'une piscine. La piscine en tant que telle, ce n'est pas le problème, c'est l'accès à la piscine. D'accord. Ce qu'un assureur regarde, c'est est-ce que n'importe qui peut accéder à cette piscine, n'importe qui pouvant être un enfant en bas âge, par exemple, qui peut potentiellement créer un souci.
Donc, on va regarder si la piscine ou le terrain est protégé en matière d'accès. Donc, il y a une fence, enfin, il y a une barrière, il y a du grillage, il y a une porte, etc., etc. Trampoline, même chose. Les trampolines, il y a beaucoup d'accidents qui sont liés aux trampolines. Donc, trampoline, et vous pouvez en avoir un, mais attendez-vous à payer un petit peu plus en matière d'assurance. La vétusté en matière de toiture, en matière de plomberie, en matière de réseau électrique, enfin, notamment les panneaux électriques. Les panneaux électriques sont extrêmement dangereux s'ils sont anciens, etc., etc. Donc, un assureur va regarder ce qui est disponible sur votre maison. Les animaux de ferme, donc vous n'êtes pas censé, dans votre maison particulière, vous n'êtes pas censé avoir des animaux de ferme. Si vous en avez, si vous voulez les garder, assurez-vous également que votre assureur est au courant. Et tout ce qui est animaux agressifs. Alors, animaux agressifs, c'est une définition extrêmement large. Je dirais plutôt animaux exotiques ou agressifs. Donc, si vous avez des races de chiens, genre pitbull, husky, tout ce qui est gros, imposant, en général, les assureurs ne vont pas accepter de couvrir les animaux en liability. C'est-à-dire, si votre chien est amené à attaquer quelqu'un, que ce soit pour défendre votre maison, pour vous défendre ou quoi que ce soit, peu importe, il attaque quelqu'un, cette personne peut également vous attaquer, vous, derrière. Donc, la plupart des assurances de base en matière immobilière ne excluent les animaux en tant que tels, les chiens, hormis si vous avez un chihuahua. D'accord ? Par contre, il y a des lignes dédiées pour ça. Donc, si vous avez un chien très imposant ou un chien avec un historique d'agressivité, vous pouvez quand même obtenir une assurance en liability. Et je vous le conseille, hein, ça coûte un peu d'argent, certes, mais c'est rien du tout si vous comparez ça à ce qu'un juge ici peut vous condamner à payer en matière de frais médicaux et légaux. On parle de millions de dollars ici. Donc, au global, la tarification, on va utiliser ces paramètres d'assurabilité et ensuite, on va regarder évidemment la localisation. Donc, encore une fois, on en a parlé un tout petit peu pour l'aspect inondation. Par exemple, si votre maison est sur la coastline ou si votre maison est 20 miles inland, c'est-à-dire dans les terres, vous aurez forcément une assurance moins chère dans le deuxième cas que dans le premier cas. Le coût de reconstruction, donc la taille, la qualité des matériaux, etc. Le montant des biens que vous voulez assurer. Si vous voulez assurer dans un condo 20 000 $ de biens personnels ou dans une single family 150 000 $, forcément, le coût va être impacté. On a parlé de la vétusté également. Le toit, je fais juste un point sur le toit. Le toit, c'est le point le plus faible dans une maison. Donc, le toit va être forcément revu maintes et maintes fois par votre assureur. Donc, si vous avez l'opportunité de changer votre toit, de renouveler la couverture, etc., faites-le. C'est un investissement, certes, mais qui vous aidera. L'historique en matière d'assurance sur le bien et votre historique, si vous avez une histoire aux États-Unis, si vous venez d'arriver, votre historique perso en assurance va avoir peu d'impact, mais s'il y a eu déjà des dommages, par exemple, liés à une fuite d'eau, etc., sur la maison, l'assureur va regarder ça un peu plus près. La protection, si vous avez un système d'alarme, intrusion, système d'alarme incendie, tout ça va vous aider également à trouver une assurance. Et le dernier point, c'est de faire ce qu'on appelle du bundle ici. Donc, si vous avez une voiture, par exemple, essayez d'avoir une assurance voiture et maison chez le même assureur. Vous aurez forcément un discount plus intéressant. Maintenant, quelques exemples. Je voulais finir avec quelques exemples de propriétés pour vous donner un peu une idée du budget assurance. Celle-ci, je pense que Marc la connaît très bien, parce que c'est lui qui l'a vendue, je pense. Se situe un petit peu au nord de Santa Monica, au nord-ouest de Santa Monica, acheté par une famille française qui s'est établie ici. Donc, 4 chambres, ce qui est une maison qui est pas mal, hein. C'est pas mal. 240 mètres carrés d'espace vivable, voilà. Un terrain qui est pas extraordinairement grand, mais c'est difficile de trouver des terrains très très grands sur LA et sa région. Construite en 1946, donc très curb appeal, comme on dit ici. Donc les Américains adorent les maisons un peu anciennes parce qu'elles ont forcément une âme et un vibe qui est différente des autres. Maison extrêmement bien maintenue, le toit tip top. Ils ont un petit hot tub que vous voyez ici à droite.
Donc, vraiment une maison extrêmement agréable à vivre, très chère, parce que c'est LA, c'est Santa Monica, c'est Pacific Palisades, c'est une maison qui est relativement grande en matière d'espace. Donc, 3,7 millions de prix de vente, si je ne m'abuse. L'assurance, tout risque, d'accord. Donc, le meilleur niveau de couverture pour l'assurance à hauteur de $1 300 par an. Donc, ce qui n'est pas énorme pour la région, hein, je vous l'annonce. Et on verra même des premiums qui peuvent être nettement plus importants. Donc là, on est près de l'océan, forcément, valeur du bien plus importante, assurance plus importante. Si on va de l'autre côté du comté de Los Angeles, donc plutôt vers la San Bernardino, donc on est vraiment à l'est, on a une maison qui est nettement plus classique, c'est une maison type développement ici. Donc, il y a beaucoup de développements où ils vont vous mettre ce type de maisons qui sont très, très agréables à vivre, mais qui n'ont rien de fancy, je dirais, où on a ici 3 chambres sur un terrain un peu plus important, étant donné qu'on est un peu plus loin de l'océan, donc on dispose d'un tout petit peu plus d'espace. Construite en 1993, donc relativement récente, bonne condition, un toit qui est extrêmement intéressant pour les assureurs. C'est un toit en tuiles et ça, ils adorent ça. Ça a une durée de vie au minimum de 40 ans. Donc ça, c'est vraiment un point positif pour un assureur. Et vous voyez, le premium est presque de moitié par rapport à la première propriété qu'on a vue ensemble. Encore une fois, la localisation, le type de toit et une superficie relativement petite pour aller. Maintenant, si on va un peu plus au sud, on va sur San Diego. Un des quartiers les plus huppés à San Diego, ça s'appelle La Jolla. Il y en a juste un autre un peu plus au nord et un peu plus inland qui s'appelle Rancho Santa Fe, qui bat un peu La Jolla en matière de qualité de prestation. Mais c'est une maison qui est unique. C'est une maison d'architecte qui est certes assez ancienne. Elle a été bâtie en 1976, mais qui a un niveau de prestation extrêmement intéressant. C'est tout en bois, il y a 3 niveaux, il y a des dévers, etc., etc. Et il y a des vues extraordinaires sur l'océan. Donc, c'est une propriété qui est au sommet d'un petit mont qui s'appelle le Mount Soledad, où il y a d'ailleurs une école franco-américaine pour les gens qui s'intéressent à la Jolla. Donc, très, très bien placé, excellentes conditions, évidemment. Il y a une piscine. Le terrain est entouré d'une barrière, donc c'est aucun problème pour l'assurance. Le prix de vente, 1,8 million, qui est actuellement pas très cher pour ce type de propriété à La Jolla. Et par contre, La Jolla est très, très verte. Il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de collines, il y a beaucoup de petits canyons, des petites crevasses à droite, à gauche. Et donc, il y a un risque de feu de forêt qui est un peu plus important qu'ailleurs. Et donc, le premium d'assurance est logiquement également. Donc, ici, on regarde à 4 500 par an. Bon, pour le propriétaire, honnêtement, ce n'était pas un souci. Même si ça peut paraître très important en matière de coût d'assurance, mais je crois que la deuxième meilleure offre était proche des $7,000 par an. Donc, c'est un good deal for him. Donc, voilà quelques exemples de types de propriétés, à la fois en matière de maisons relativement imposantes, je dirais, près de l'océan, où on va avoir un prix de vente très important, mais un premium d'assurance relativement contrôlé. Des propriétés un peu plus éloignées de la côte, où là, on va retrouver à la fois le combo, un prix d'achat nettement plus intéressant et un premium en assurance nettement plus bas. Et puis, les propriétés atypiques qui sont extrêmement intéressantes, mais qui peuvent être, même si elles ont un prix d'achat qui peut paraître raisonnable au vu de la prestation offerte, mais qui peuvent être un peu plus chères à assurer. Voilà, donc c'était juste un petit combo, un petit sommaire de ce que vous pouvez trouver ici. Je me ferai un plaisir de vous aider. Je travaille beaucoup avec Marc. Ce que je fais souvent, c'est que si Marc a un client ou si vous êtes intéressé par quelques propriétés, moi, je peux très rapidement les vérifier auprès de mes assureurs et vous donner un feedback. Est-ce que ça va être difficile à assurer? Quel est le budget moyen que l'on doit prendre en compte pour l'assurance? Et ça peut peut-être orienter vos recherches et faciliter votre travail et celui de Marc. Voilà, Romain, c'était ce que je voulais discuter aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions particulières sur cet aspect-là, mais je serai très heureux d'y répondre. Super.
Merci. Je vais couper ton partage d'écran, comme ça on peut nous voir tous les Voilà. 4. Super. On a pris pas mal de questions je vois que Marc a gentiment répondu par écrit aux gens qui avaient posé des questions dans le Q&A. Je pense que c'est intéressant quand même de donner à l'oral aussi les questions. Donc, pour ceux qui veulent peut-être lever la main, n'hésitez vraiment pas. Ça fait toujours plaisir d'entendre votre voix. Donc, si vous voulez lever la main, poser une question en audio, n'hésitez pas. Il y a Karim qui nous dit bonjour, avec un budget de 700 000 euros, est-ce qu'on peut acheter une maison de 3-4 chambres à Los Angeles? Non. Marc? Non, c'est pas vrai, on peut. Il y a des quartiers effectivement où on peut. Dans la vallée, plus vous sortez de la ville, plus vous allez trouver ces produits. Pour ce prix-là, si vous êtes à les 700 000 $, vous allez trouver ce qu'on appelle un townhouse ou un appartement. Ouais, donc 700 000 euros, ouais, donc ça fait… Je vous donne un point de réflexion. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un produit à vendre, un appartement qui est juste là sur la côte. C'est 120 mètres carrés. C'est un 2 chambres, 2 bathrooms, très bien, complètement refait, moderne, sublime. Et puis c'est dans un immeuble où il y a du service, c'est comme à New York, il y a le concierge 24/7. C'est à vendre à 2,4 millions. Vice-versa, je viens de mettre un produit hier en vente à Pasadena. C'est une petite maison de 100 mètres carrés, 3 chambres, 2 salles de bain pour 600 000 $. Voilà, donc on peut trouver pour tout le monde. On peut trouver, voilà. Il y a Georges qui nous pose une question. Ok, donc si on investit à LA et qu'on doit rentrer en France, est-ce que on arrive à retrouver l'argent qu'on paye à la banque? Enfin, je remets en forme un peu la question, mais grosso modo, est-ce qu'on peut louer derrière la maison et qu'on va retrouver un petit peu son investissement, quoi? J'ai déjà répondu donc en ligne, mais je vais le dire de manière orale. Moi, je recommande toujours à mes clients, s'ils n'ont pas besoin de vendre, de garder le produit sous les conditions suivantes, qu'effectivement, ils ont assez d'equity, de valeur dans la maison, que s'il y a encore un prêt bancaire dessus, la location va payer, va leur laisser de l'argent. A priori, il faut aussi que cette maison soit une maison en bonne santé, que ce n'ait pas besoin de réparation constamment. Et même quand vous avez une maison en très bon état, donc il y a très peu de maintenance, vous avez toujours des frais entre les locataires, tout ça, de réparateurs. Et là, c'est un peu quand on roule les dés, hein, vous avez des locataires qui sont formidables, qui s'occupent de votre produit, vous en avez d'autres qui sont un peu plus moins attentifs, et donc vous récupérez un produit, il faut tout repeindre, faire ci. Bon, voilà, ce sont les coûts. Mais comme l'appréciation des produits immobiliers est toujours à la hausse, à la fin de la journée, vous vous en sortez. Donc, si vous n'avez pas besoin de vendre pour mouger cet argent dans un autre achat ou quoi que ce soit dans votre vie, je recommande toujours de garder le produit. C'est l'argent en la banque. Betty, parfait. On est d'accord? Puis Betty, je crois que si on change, si on rentre en France, bon, il y a pas mal de mouvements d'argent et de systèmes, on va dire, cross-border différents. Mais si on change de ville, par exemple, aux États-Unis, Betty, je crois, on n'est pas obligé de vendre la maison. Est-ce qu'on peut peut-être faire un crédit sur la maison si elle est déjà payée, tout ça? On peut faire ce genre de choses, non? Oui, on peut faire, ça s'appelle un cash out. Alors, on vous donne les sous sur une propriété que vous avez aux États-Unis et vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet argent. Si vous voulez vous acheter autre chose, ou vous pouvez faire directement un mortgage sur la propriété que vous achetez. Cash out, qui est un outil qui n'existe qu'aux États-Unis. Je crois qu'en France, ça n'existe pas trop, ce genre de choses. Et ça se fait beaucoup, ici. Est-ce qu'on peut donner une fourchette des taux sur les prêts immobiliers aux États-Unis en ce moment? Peut-être Marc, moi pas vraiment. C'est-à-dire si on... Betty n'a pas le droit à cause de… C'est ça. Ok, alors donc nous avons… je comprends tout à fait, Betty, vous ne pouvez pas être sur le spot. Moi, je peux le dire tout ce que je veux. Voilà, d'abord, nous avons… Comme d'habitude, Marc. Comme d'habitude.
je redis encore, donc ce lien que l'agent a avec le lender est tellement important. Donc moi, je travaille avec beaucoup de lenders. Ce sont des relations comme on a dans tous les métiers. On se voit régulièrement et ils nous entretiennent régulièrement sur là où les taux vont. Aujourd'hui, on sait que les taux vont continuer de monter. La Banque fédérale l'a annoncé, donc il n'y a pas de surprise. Et c'est toujours pris en compte à l'avance. Quand la Banque fédérale dit, tiens, ça va monter d'ici 1 mois ou 2 mois, les banques, tout de suite, ils en profitent, ils montent leur taux. Donc, c'est déjà inclus. Aujourd'hui, un taux moyen, c'est dans les 3,1, 3,2% en tant qu'achat sur une maison principale dans laquelle vous allez habiter. Si c'est un investissement, ce sera plus. Et ça, c'est sur 30 ans. Mais vous avez aussi des prêts à 15 ans, des prêts à 7 ans qui sont variables. Donc, ça peut descendre dans les plus bas. Moi, je suis personnellement en train d'acheter une maison. On m'a fait un prêt à 2,625 parce que je vais mettre, c'est une banque, et je peux mettre dans cette banque mon plan de retraite qui était dans une autre institution que je vais leur donner en gérance et ils vont me donner un demi-point de discount sur mon mortgage. Donc, ça va un peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment un truc fixe qui reste. Ce n'est pas comme la France où vous avez des taux idiots, enfin 1%, 1,5%. Ici, on n'a jamais eu des taux aussi bas. Il faut le savoir aussi. Dans l'histoire des prêts en Amérique, dans l'immobilier, ça n'a jamais été aussi bas. Voilà. Et ça pourrait remonter au vu. De toute façon, ça va monter, exactement. Ça ne va que monter, mais c'est toujours très raisonnable. Et quand ça monte en incrément de 0,25%. Ça paraît peut-être beaucoup pour vous, Français. Pour nous, c'est toujours c'est négligeable. Ok. Alors, il y a pas mal de questions qui ont été répondues par écrit. Donc, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une réponse par écrit, je vais vous laisser lire dans le Q&A et je vais passer sur les questions auxquelles on n'a pas répondu par écrit. Pouvez-vous nous parler de l'assurance First Buyer qui réduit l'apport de base à 5%? C'est Georges qui nous pose cette question. Qu'est-ce que c'est que cette assurance First Buyer qui réduit l'apport de base à 5%? C'est pour Betty, ça, je pense. Oui, c'est Betty. Le Private Mortgage Insurance, le PMI. Alors, tout celui qui prend un mortgage qui est moins que 20%, donc il y a le Private Mortgage Insurance, ça s'appelle, c'est que ça s'ajoute au Principal and Interest, ça s'ajoute à votre paiement du mortgage tous les mois. Donc, en gros, si on met un deposit, quand on fait le mortgage, on paie 20% en cash et on finance 80%, là, on n'a pas cette assurance, c'est ça? Exactement. Si on met moins que 20% voilà, d'apport, cherchez le mot, si on met moins de 20% d'apport, on est obligé de payer cette assurance en plus, c'est ça? Donc, exactement. Ça augmente tous les mois ce qu'on doit rembourser à la banque, parce qu'il y a cette assurance. Exact. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre en question? Bah voilà, c'est une question assez complémentaire. Avec un marché super tendu, est-ce qu'on peut mettre moins de 20% d'apport en ce moment ou on va se faire doubler par les mecs qui peuvent payer cash? Toujours celui qui paye cash is the king, hein, Marc? Oui et non. Le cash, évidemment, est king parce que ça simplifie. Quand vous êtes en contrat, il y a trois étapes qui vont protéger cette transaction. Numéro 1, sachez que vous, acheteur, êtes protégé. Une fois que le vendeur signe la promesse de vente, c'est fini pour lui. Il ne peut plus rien faire. Il est obligé de vendre. Qu'est-ce qui vous protège? J'ai parlé plutôt des inspections techniques. Vous avez une dizaine de jours, à vrai dire 2 semaines par contrat, pour faire ces inspections. Une fois que c'est fait, que vous êtes satisfait et qu'il faut renégocier quelque chose, c'est la première contingency que nous enlevons. Ça, celle-là, vous la contrôlez. Vous pouvez même changer d'avis au milieu de ce contrat et vous barrez. Les 2 autres, c'est les banques. C'est ce qu'on appelle l'appraisal. Ils vont faire la valorisation du produit. Aujourd'hui, c'est très difficile car le prix monte tellement vite, ils n'arrivent pas à suivre. Et la troisième, c'est finalement l'approval de votre prêt bancaire. Excusez-moi de ce franglais, hein. Donc, les 2 autres, vous ne les contrôlez pas, c'est la banque. Quand on fait des offres aujourd'hui, moi j'en ai fait une l'autre jour, j'ai tout enlevé. Voilà.
Vous voulez une offre, donc et ça peut être un prêt conventionnel, qui est donc 20% d'encre, c'est très conventionnel. Mais pour faire l'offre très forte, j'ai enlevé toutes les contingencies. La maison était en parfait état, je n'avais pas besoin de faire l'inspection, elle est toute neuve. Et les deux autres, je savais que ça n'allait pas appraiser de toute façon, car on payait beaucoup plus que le prix, donc on est prêt à payer la différence. Et la troisième, le client ayant des finances formidables, je ne m'inquiète pas pour que cette loan se concrétise. Ça répond un peu à la question? Donc voilà, produit pour produit, très compétitif, c'est comment vous écrivez. Ça a été posé un peu plus tard, je réponds maintenant. Comment vous faites quand il y a 20, 30 offres sur un produit? Est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, ce n'est pas seulement le prix que vous donnez, évidemment, le plus haut en général gagne, mais c'est comment c'est fait derrière. Si vous enlevez ces contingences, ça devient une offre très forte. Si vous réduisez la duration de ce contrat, en général, avec une banque, c'est 30 jours, un cash buyer, il peut fermer en une semaine, en 10 jours. Et c'est aussi la présentation de l'offre. Il y a toujours, on adresse à nos acheteurs, à nos vendeurs, ce qu'on appelle le love letter. Légalement, c'est plus permis, mais ça permet aussi de présenter de manière favorable comment vous avez été impressionné par leur maison, la manière dont ça a été décoré. Les gens sont sensibles à ça. J'ai d'ailleurs une fois gagné un contrat grâce à cette love letter. Il y avait des gens qui avaient offert à 2,5 millions, on était à 2,3 millions. On a eu l'offre parce que les vendeurs, l'argent n'était pas si important. Ils voulaient qu'il y ait une famille qui ait la même expérience qu'eux dans cette maison pour grandir leurs enfants. Voilà. Non, c'est important, tous ces feedbacks. On a Bernard qui nous dit qu'il cherche une maison townhouse. Donc, townhouse, c'est une maison de ville. Condo, c'est un appartement. Il veut 2 chambres, 2 salles de bain à Santa Monica. Et il nous demande est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer. D'ailleurs, si tu veux nous faire un petit topo, parce qu'il y a des gens qui étaient intéressés par la location, tu peux aussi nous faire un petit topo sur la location. Voilà. Okay, et Bernard nous dit s'il achète, c'est maximum $2 millions. Voilà. OK. Alors déjà, pour répondre rapidement à Bernard, et Bernard, on pourra se parler plus tard, sous 2 millions, il y a des tas de townhouse, c'est trouvable. Maintenant, la location. Si vous venez de France et vous vous installez ici, c'est difficile parce que les gens, les propriétaires demandent à voir votre historique. La première chose qu'ils demandent, c'est votre crédit bancaire, un truc qu'on n'a pas vraiment en Europe, ce qui s'appelle le FICO. Très important, le FICO, donc c'est l'histoire des dettes que vous avez à payer, ce que vous payez en ce moment, etc. Le deuxième truc, c'est un historique sur vos emplois et sur les endroits où vous avez habité. Donc tous ces trucs-là, vous ne les avez pas. OK? Alors, le seul moyen de passer à travers ça, c'est de faire des offres au lieu de payer, on doit payer en général 2 mois de caution, le premier mois est la sécurité, c'est d'offrir 6 mois, parfois 1 an. J'ai dû faire ça pour des clients, paf, upfront. Donc ça décide les gens, OK. Et puis évidemment, fournir un historique de toute façon de ce que vous faisiez en France et ce que vous allez faire ici. Très important. Surtout quand ce sont des… Et ça marche surtout avec des gens, quand ce qu'on appelle les mom and pop. Quand c'est par exemple moi qui ai un bien immobilier, c'est personnel, je vais louer, je vais avoir une communication. Mais souvent, ce sont aussi des institutions, des investisseurs qui ont des milliers de produits en gérance. Là, c'est beaucoup plus difficile. Vous devrez vraiment être très cartésien dans votre offre. Pour la location. Pour revenir à Bernard maintenant, qu'est-ce qui est mieux, de louer ou d'acheter à Santa Monica? Prenons cet exemple. Bernard veut dépenser $2 millions sur une propriété qui va faire à peu près 150 mètres carrés et que si je dois louer cette propriété aujourd'hui, ça va me coûter dans les $7 000 à $8 000 par mois minimum. Et si vous amenez avec 20%, eh bien, ces paiements seront légèrement inférieurs à ça. N'est-ce pas, Betty? Donc, oui, ça vaut plus le coup d'acheter que de louer. Moi, je dis toujours, si vous avez les moyens d'un down payment, pourquoi vous êtes là à payer votre mortgage, le mortgage de votre propriétaire? Faites-le pour vous. Voilà. Et puis en plus, le nombre de biens disponibles à la location est également extrêmement faible. Donc, il y a beaucoup de compétition là-dessus et les propriétaires n'hésitent pas à augmenter le loyer de manière significative. Donc, la location est quasiment, il est aussi difficile de trouver un bien à louer qu'un bien à acheter. Quelque Marc, part. La même superficie, le même produit entre 2020 et 2022, c'est quoi le pourcentage d'augmentation sur les loyers?
Écoutez, on a eu un grand problème avec le Covid. Okay? Il y a eu un freeze. Et puis d'abord, il y a eu un freeze. Les propriétaires ne pouvaient pas augmenter les loyers, ni mettre à la porte les gens qui ne payaient même plus leur loyer. Aujourd'hui, on peut mettre, les propriétaires peuvent mettre à la porte les locataires qui ne payent plus, mais c'est le seul moyen qu'ils peuvent mettre les gens à la porte. Il y a toujours un mémorandum, ça va durer encore 3-4 mois et ça va être révisé à nouveau. Donc, mais je dirais que grosso modo, dans les 15% d'augmentation, ouais, c'est quand même pas mal, malgré le fait qu'il y a eu un mémorandum. Ouais, enfin, d'un autre côté, le mémorandum, Marc, n'était pas sur tous les types de propriétés. Donc, de particulier à particulier, par exemple, il n'y avait pas de mémorandum, enfin de memorandum. Donc, les propriétaires n'ont pas hésité à pousser dehors un certain nombre de personnes qui ne pouvaient plus payer la le loyer. Loi dit aujourd'hui que vous pouvez augmenter, je suis propriétaire, j'ai le droit d'augmenter jusqu'à 10% par an les loyers. Alors, personne ne le fait, parce qu'on ne veut pas perdre non plus nos locataires, on ne veut pas recommencer à zéro. Donc, en général, les gens, là, en ce moment, on est en train de monter les loyers, on les monte entre 5 à 7%. Et c'est constant. Parfait. Je dis ça parce que si vous pensez, s'il y a des investisseurs sur notre plateforme aujourd'hui qui veulent acheter des produits à revenus, j'en parlais plus tôt, ça commence à 4 unités. En dessous de 4 unités, Betty pourra vous parler de ça, les banques vous regardent vous. Voilà, si vous avez les reins solides. Au-dessus de 5 unités, c'est la propriété, car c'est la propriété qui doit payer le mortgage et vous laisser de l'argent. Donc, ils vous regardent moi, mais la propriété passée au crible. Et là, quand vous pensez à l'appréciation, tous les ans, c'est le loyer qui augmente, tout ça, c'est exponentiel. Donc, on a une promesse à tous les lecteurs de French Morning, c'est qu'on essaie de durer 60 minutes par webinaire. On a dépassé de 6 minutes. Donc, il y a les questions que vous avez posées par écrit, elles sont exportées, elles sont envoyées à Marc, Betty et Frédéric. Donc, ils pourront vous répondre par écrit en privé si jamais on n'a pas répondu à votre question. J'ai mis les mails de nos 3 intervenants dans le chat, donc n'hésitez pas à les copier-coller, les prendre en photo si jamais vous voulez les contacter tout de suite. Donc, mais vous en faites pas, de toute façon, tout ça c'est visible en replay. J'ai quand même une bonne question que je pense qui est importante, je pense pas mal de gens doivent être intéressés par ça parce que ça fonctionne différemment de la France. Et après, on va clôturer. C'est une question de Stéphane. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu que comprend les closing costs, Marc? Comment ça se passe sur le pourcentage du prix de vente, les frais de l'agent vendeur? Aux États-Unis, il y a souvent un agent qui représente le vendeur et l'acheteur. Enfin, je veux dire, un agent pour le vendeur, un agent pour l'acheteur, ce n'est pas forcément la même personne. Est-ce que c'est inclus dans le prix de vente? Qui c'est qui va payer l'agent immobilier? Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus? OK, très bonne question. Donc, d'abord, la commission de l'agent est négociée avec le vendeur. Donc, et c'est compris dans le prix de vente que vous voyez affiché. Donc, c'est le vendeur qui paye toujours la commission. En général, c'est à 5% négocié, partagé entre le représentant de l'acheteur et du vendeur, donc 2,5% par agent. Maintenant, les coûts de cost, les cost of closing costs. Vous avez deux éléments qui sont les plus importants. La fameuse compagnie d'escroc, le notaire, eux chargent en général $1 sur $1,000. Okay? Donc, une propriété de $1 million, vous faites le calcul. Et pour le title company, qui est la compagnie qui s'occupe, c'est le, oh là là, quels sont les termes? Aide-moi un peu, Romain. Le title, c'est l'équivalent quoi en France? Je sais pas, le cadastre ou un truc comme ça? Le cadastre, voilà le cadastre, c'est-à-dire le passeport de la cadastre. Je crois que c'était le type de propriété, mais bon, je peux être. Le type de propriété, voilà. Pareil, ouais. Eux aussi, de toute façon, ça n'existe pas en France, parce que c'est le notaire qui le fait en France. Donc, Voilà, et cela, encore une fois, c'est $1 par 1000, grosso modo. Ils ont tous des prix un peu différents, ça peut être un peu moins d'un, un peu au-dessus d'un. Ça, ce sont vraiment les 2 gros coûts. Et le reste, ensuite, ce sont les bank costs, okay, qui eux aussi, ils ont leur coût de transaction. Certains font des prêts bancaires à 0 point, d'autres à 1 point, et vous allez peut-être avoir un taux préférentiel de mortgage.
Donc, ça aussi, c'est un choix. Ça vous sera présenté par votre lender. Mais grosso modo, disons, sur un produit d'$1 million, les closing costs en dehors, vous allez être autour des 20 000, 25 000. Voilà. Donc, on a répondu à la question, je pense. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Vous savez, donc, on vous donne rendez-vous tous les mardis pour ce genre de webinaire sur plein de sujets très variés. Mardi prochain, on va parler investissement et surtout du stock market avec d'autres intervenants. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. La bourse a pas mal bougé ces derniers temps. Donc, un expert va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et il va nous conseiller là-dessus. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci encore Marc, Frédéric, Betty d'avoir pris le temps aujourd'hui et à très bientôt sur French Morning. Merci. Au revoir tout le monde. Merci encore. Bonne soirée, bonne fin de journée. Ciao. À bientôt.